Dragon Quest 11. Pas les autres, je ne les connais pas, je n'ai joué que 11 pour l'instant. Et oui, je vous parle d'un jeu vidéo. C'est la première fois, mais pas la dernière, que je vous parle d'un jeu vidéo sur cette chaîne. Bref, Dragon Quest 11. Il y a plein de choses que j'adore dans Dragon Quest. Et ce que j'aime le plus, c'est Eric. Bon, Eric mis à part, ce que j'aime le plus, c'est les cinématiques ou la longueur, je sais pas trop. Je vais pas parler des cinématiques ici, je vais en parler en voix off. Comme ça, je pourrais vous mettre des images des cinématiques. Ce sera mieux, plus visuel. Non, par contre, la longueur du jeu, c'est génial. Là, j'ai toujours pas terminé le jeu. Je suis à la dernière phase, la phase 3, mais le jeu n'est pas terminé. Non, pourtant, je suis à 85 heures, 90 heures. Entre 85 et 90 heures, ce qui est énorme. Et j'ai pas tant farmé que ça. Pour la phase 3, j'ai commencé à devoir farmer parce que j'y arrivais pas trop. Mais sinon, il y a au moins, même si on rush le jeu, qu'on est super fort, et qu'on n'a pas besoin de farmer, qu'on s'amuse pas à chercher, et qu'on fait que les quêtes secondaires ayant des cinématiques, mais pas la plupart des quêtes secondaires que je ne fais pas, il n'y a pas de cinématique à la clé, ça ne m'intéresse pas. Bien, le jeu, on mettrait au moins 70 heures à le finir, je suis sûre. Si on rush le jeu, peut-être 60 heures. Je sais pas trop, je l'ai pas rushé et c'est la première fois que je fais ce jeu. Du coup, je prends le temps de profiter, de souvent parler aux personnages parce qu'on peut faire ça. On peut parler à son équipe. Et ils ont souvent des trucs assez intéressants à dire, des trucs drôles à dire. Il y a même des évolutions de personnages. Eric qui passe de je veux pas du tout lire à finalement j'ai lu un livre et c'était vachement intéressant, j'ai hâte de lire un autre livre. Évolution de ouf de personnages. Non, c'est toujours intéressant de leur parler, pas que quand on est perdu. Quand on est perdu, ils vont nous aiguiller, nous aider, de type je pense qu'on devrait aller là, ça peut être intéressant. Ou tu as entendu ce personnage a parlé de ça. Mais donc, quand on est perdu, c'est très pratique et ça peut permettre de savoir ce qu'on doit faire sans aller voir sur internet et se faire spoiler, tout en étant un peu plus RP aussi. Mais vraiment, ils disent des trucs rigolos, des choses intéressantes, on en apprend plus sur l'histoire, on approfondit les personnages comme ça. Donc j'adore vraiment parler à mon équipe. Je le fais après chaque cinématique, à chaque phase, à chaque fois que j'arrive dans un endroit différent, parce qu'ils ont à chaque fois des choses différentes à dire. Il y a des lignes de dialogue, mais je sais pas combien de pages ça ferait en livre, mais énorme. Le jeu est super long. Comme je l'ai dit, ne serait-ce qu'en termes de quête principale, histoire principale. Et les cinématiques, si elles sont ouf, elles portent parfaitement bien le récit et l'histoire, qui est aussi super bien et vachement complet. Bon, et ça part pas tant en cacahuète que ça, même s'il y a des histoires de remontée dans le temps et tout. De base, j'aime pas trop ce genre de choses, mais là, je trouvais que ça passait dans la façon où c'était montré et où c'était fait. Donc j'ai bien apprécié. Sinon, évidemment, il y a les personnages. Bon, les personnages, j'ai déjà parlé d'Eric. Eric, c'est qui? C'est notre premier coéquipier, c'est le meilleur ami. Meilleur ami du personnage principal, qu'on peut appeler comme on veut, qu'on incarne. Moi, je l'ai appelé Ash. Voilà, donc c'est le meilleur ami de Ash. Je crois que sur internet, les fans l'appellent Eleven, vu que c'est le personnage principal de Dragon Quest 11, donc Eleven 11. C'est l'éclairé, donc sur internet les gens l'appellent aussi juste l'éclairé. La plupart du temps il est appelé l'éclairé, son nom n'est jamais prononcé. C'est assez drôle, parfois dans les cinématiques ils veulent prononcer son nom et puis un personnage fait tomber un objet, il éternue ou quoi, donc on n'entend pas son nom, ça permet d'expliquer pourquoi dans les cinématiques son nom n'est pas dit. Ouais, dans
les cinématiques, je regrette une seule chose, c'est l'absence de VF. Je regarde du coup en VO, donc en japonais. Mais je regrette vraiment qu'il n'y ait pas de VF. Ça aurait été génial avec une VF. Ensuite, on a les jumelles, qui du coup sont plus jumelles parce qu'il y en a une qui a subi un sort. Pour l'instant, il n'est pas expliqué comment elle a subi ce sort. Bref, Véronica et Serena, leurs noms sont pas pareils en VO, je connais pas les noms en VO. Ensuite, on a Sylvando. Si au départ j'avais un peu de mal avec ce personnage, très vite il s'est avéré amusant. J'aime pas trop le jouer du tout. J'aime pas trop jouer Sylvando parce que j'aime pas sa façon de jouer, notamment parce que au début je voulais lui mettre le fouet et le personnage n'est pas fort du tout avec le fouet, vaut mieux lui laisser les 2 épées. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais il est vraiment nul. Je le trouve nul, Sylvando. Il se bat pas bien. Du coup, je le prends jamais dans mon équipe, surtout que il y a plein d'autres personnages que je préfère, donc il va jamais passer dans mon équipe. Mais quand je parle à l'équipe, quand je parle à toute l'équipe, j'adore ce qu'il dit, ses dialogues et tout, je l'aime beaucoup. J'aime bien sa voix en VO, enfin, il est cool, c'est vraiment un personnage. Au début, j'ai eu beaucoup de mal avec lui, mais très vite, je l'ai bien aimé. Ensuite, qui nous rejoint? Ensuite, on est rejoint par Jade et Théobert. Et Jade, je l'adore. C'est très simple. Mon équipe, c'est le héros, Eric, Jade et Serena. C'est mes personnages préférés, c'est ceux que j'adore, c'est mes chouchous. J'aime beaucoup Véronica aussi, mais elle se fait vite défoncer la gueule et vu que je préfère quand même Eric et Jade, je peux pas la mettre dans l'équipe, elle soigne pas et j'ai besoin de Serena pour soigner. Serena qui soigne mieux que Théo, même si elle attaque moins bien. Ça dépend ce qu'on veut. On peut vraiment, les personnages sont très variés, donc on peut faire à l'équipe un peu comme on veut. On peut leur donner différentes armes, mais attention, il y a certains personnages qui sont très nuls avec certaines armes. Je pense notamment Serena, c'est baguette. Si on lui donne la lance, on gâche le personnage. Sylvando, je lui ai donné le fouet, très mauvaise idée. Véronica, pareil, le fouet, très mauvaise idée. Pour l'éclairer, on peut lui donner... Moi, au début, j'ai commencé le jeu avec l'épée double, l'épée à 2 mains, parce que c'est tellement badass. Mais très vite, on se retrouve à devoir prendre l'épée à lumière, qui est une épée à 8 mains. Du coup, je suis passée à 2 épées. C'est cool, 2 épées aussi, mais mon épée à 2 mains, hein, je suis triste. Eric, je le joue avec les 2 dagues. C'est les armes que je trouvais les plus cool sur lui. Et c'est ce qui m'a l'air être très fort. Jade, je la joue avec la lance. Parce que tout ce qui est beau, bâton, lance, c'est mes armes préférées. Et la lance est mon arme préférée. Donc c'est évident que je vais la prendre avec la lance. J'avais voulu me prendre Serena avec la lance. Je l'ai joué 3 secondes comme ça. Je lui avais mis qu'un point de compétence en lance. C'était nul, je lui ai vite remis la baguette. Théo, je le joue avec la canne. Parce que pareil, lui je me suis dit je vais pas lui mettre les griffes, ce serait aussi stupide que mettre la lance à Serena. Bâton pour Véronica aussi. Parce que le fouet c'est moins intéressant je trouvais. Et en plus pareil, ce serait gâcher le personnage. Ça je l'ai vite compris. Ma soeur joue Jade avec les 2 griffes. Donc j'imagine que c'est un personnage qu'on peut jouer comme ça. Et je suis en train de partir en vrille et de raconter ma vie. Non, tout ça pour dire que le jeu est très varié. On peut vraiment mettre des points de compétences comme on veut aux personnages. Ils ont un grand arbre de compétences qu'on peut augmenter avec certaines quêtes secondaires. Des quêtes avec cinématique en plus, du coup ça vaut vraiment la peine. Et c'est vraiment très intéressant comment on peut jouer le jeu, quel type d'équipe on va mettre, quel coéquipier, dans quel ordre. L'ordre a une importance, j'ai mis super longtemps à le comprendre. C'est ma soeur qui me l'a dit parce que je ne l'ai pas compris de moi-même. Il me semble pas que ça a été dit, peut-être que ça a été dit et j'ai juste pas fait attention. Le jeu est tellement complet que c'est dur de faire attention. Du coup, l'ordre dans lequel on met les personnages a une importance. Le premier personnage se fera défoncer la gueule, le dernier un peu moins. On peut mettre 4 personnages en avant. Du coup, moi en général, je mets l'éclairé, Jade, Eric et Serena. Parce que Eric et Serena sont quand même beaucoup plus faibles. Jade a une bonne défense, ça va.
Et quand elle se fait trop défoncer la gueule, je la remplace par Hendrik. Quand elle a plus de PV ou qu'elle a plus de PM. Pareil, Eric, s'il a plus de PV et PM, je le remplace par Hendrik. Hendrik, je l'aime beaucoup aussi. Je m'y attendais pas à ce qu'il nous rejoigne. Ah ouais, dans cette vidéo, je spoil sévère. Hein. Je mettrai certainement un warning. Jouez au jeu ou regardez un let's play ou une version cinématique du jeu. Je suis sûre qu'il y a ça sur YouTube. Et ça vaut la peine. Il est vraiment bien le jeu. Mais clairement, je spoil. Du coup, j'aime vraiment le fait que le jeu soit très varié, qu'on peut jouer différemment. Et d'une partie à une autre, ça n'a rien à voir le gameplay. Si on va plus ou moins farmer, on va plus ou moins galérer aussi. Qu'on soit, peu importe le niveau. Au final, l'équipement est très important. C'est un RPG de base. Mais j'ai pas trop l'habitude des RPG de base. Hormis Pokémon, je suis pas trop RPG en général. Du coup, pour un premier RPG, j'ai pas forcément pris le plus facile. Mais j'ai pas pris le plus difficile non plus. Et pour un premier Dragon Quest, pareil. Mais il faut que j'essaie les Dragon Quest sur DS. Mais si le Dragon Quest, clairement, c'est pas des cinématiques de ouf en 3D. Regarde, on est un jeu super joli et tout. Ça va être dur. Notamment dans le jeu, on peut le mettre en 2D. Ou alors on peut aller dans le monde des Chronomis où c'est en 2D. Et je déteste déjà, je déteste parce que c'est moche. Et même s'il y a un truc dans le Chronomis qui était hilarant, c'était la scène de mariage. Évidemment, j'ai choisi de me marier avec Eric. Et juste les dialogues. Ah, ça c'était génial. Chronomis en valait la peine juste pour ça. Après, je l'ai fait avec tous les autres personnages pour voir les lignes de dialogue, pour voir ce qu'ils disaient. C'était très drôle. Mais avec Eric, c'était parfait. Mais les combats, surtout quand c'est en mode 2D, les combats, je déteste ça. Genre, tu dois choisir chaque personnage ce qu'il fait et ensuite ça joue. Et du coup, si t'as pas bien anticipé, tu réussis pas. Non. Le tour par tour de la version normale, de la version 3D, c'est beaucoup mieux. Genre, oh, il a plus beaucoup de vie, je vais le soigner. C'est mieux que je sais pas s'il va perdre sa vie ou non. Surtout que c'est super dur d'anticiper. Le monstre, il peut attaquer n'importe lequel des 4 personnages. Non, j'abandonne. C'est vraiment trop dur. C'est long en plus, certaines attaques, notamment les attaques qui font plusieurs dégâts, ils font le dégât, ça indique les dégâts. Dégâts, indication. Des attaques de Jade notamment, où elle fait plusieurs coups à la suite, c'est super long, c'est super chiant. On peut pas passer, on peut pas accélérer, c'est horrible. Non, j'aime vraiment pas la version 2D du jeu. Du coup, je jouerai pas aux jeux en 2D qui sont en 2D. Au premier Dragon Quest, tout ça, j'y jouerai pas, c'est sûr, à 100%. Je n'ai pas la patience, ni l'envie. Et pour, en plus, la récompense d'aucune cinématique. Ça vaut pas la peine, vraiment pas. Et ouais, je suis un gamer actuel. Je n'aime pas le rétro gaming. Il y a plein de choses à faire, il y a toujours des choses à faire. Et j'ai même pas fait, je fais presque pas les quêtes secondaires où il n'y a pas de cinématique à la clé. Si je sais qu'il y a une cinématique à la clé, je vais la faire forcément. Ah mais tout pour prendre des screenshots de Eric. Ah d'ailleurs, il y a une cinématique magnifique où j'ai voulu prendre un screenshot et où ma Switch m'a dit que je ne pouvais pas. C'est terrible. Qu'on me laisse prendre des screenshots d'Eric, je sais pas. Oh, non mais... Bref, ce jeu, je l'adore. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai commencé à y jouer il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai fait beaucoup d'heures d'un coup. Et c'est un gros coup de cœur sur ce jeu. Vraiment. Du coup, je conseille vraiment tout le monde d'y jouer. Allez, jouez à Dragon Quest, ça vaut la peine. 80 heures de gameplay avec cinématique, vous en avez pour votre argent. Surtout si vous réussissez à le choper d'occasion. Sur un jeu Switch, ça doit pas être trop dur. Enfin, je sais pas. Mais parce que Dragon Quest n'a pas que des qualités, il y a aussi quelques défauts. Déjà, on ne peut pas épouser Eric. C'est un super gros défaut, je trouve. Non, plus sérieusement, je trouve que arrivé à la phase 3, le jeu devient difficile d'un coup.
on arrive face à une horde de boss différents et ils sont tous super forts et on passe beaucoup de temps à devoir farmer de l'XP et ça devient de moins en moins facile de farmer. Donc, pas dans le sens où les ennemis sont compliqués, mais dans le sens où tu gagnes pas forcément beaucoup d'XP. Donc c'est un peu chiant, je déteste les phases de farming, c'est pas très intéressant. Pareil, pour pouvoir avoir des ingrédients intéressants, pour pouvoir faire des armes, il faut farmer aussi énormément. Mais le pire, je crois que c'est à Octogonia, nous avons un casino. Pour avoir des jetons, on peut pas les acheter, ça coûte beaucoup trop cher. Et pourtant je suis riche dans le jeu, seulement dans le jeu. Non, il faut donc y jouer au casino. Pendant super longtemps, c'est super chiant. Non mais à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée? C'est ultra relou, on gagne presque rien. Et pourtant il y a plein de trucs intéressants, notamment des tenues. Bon d'accord, elles sont pas forcément intéressantes au niveau de la défense ou quoi, enfin j'en sais rien. Je les veux juste parce que pour mettre des tenues à mes personnages. C'est ouais, non, c'est pas forcément un move de gamer à fond, mais j'aime bien. Les cinématiques dans Dragon Quest, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Parce qu'en fait, déjà, c'est une récompense. Genre, félicitations, t'as réussi à battre ce boss qui n'était pas des plus simples. Récompense cinématique. Félicitations, t'as réussi à ta petite phase d'infiltration. Bam, cinématique en récompense. Du coup, je trouve que c'est vraiment important, surtout dans les RPG, d'avoir comme ça des petites récompenses. Dans les longs RPG comme ça. Encore dans Pokémon, ça va, c'est assez facile, ça se termine assez vite. Et encore que y a de plus en plus de cinématiques et moi j'aime beaucoup ça. Mais d'autant plus que là, dans les cinématiques, on peut lever son chapeau à l'animation. Déjà, la plupart du temps, les cinématiques, elles vont être avec le jeu, en fait, les graphismes du jeu. Ça va pas être des graphismes améliorés, sauf pour 2 cinématiques, ou 3, à la fin de la première phase et à la fin de la seconde phase, où on a de la HD, je dirais. J'imagine qu'il y en aura à la fin de la 3e phase, donc à la fin du jeu. Mais je ne sais pas, j'y suis pas encore. J'ai pas envie d'aller voir vu que je veux pas me spoiler. Mais du coup, ces cinématiques qui se font avec les graphismes du jeu, l'animation est vraiment super chouette. Il y a un moment, il y a un combat de Eric qui affronte plein de monstres. Et c'est vraiment cool, la façon dont il bouge, les coups, etc., l'animation des monstres. Enfin, il y a vraiment un travail de fait derrière et c'est vraiment super chouette. Et je m'extasiais, sur certaines cinématiques, je m'extasiais comme je m'extasie face à un film d'animation, quoi. Du coup, parlons vite fait des personnages. J'en ai parlé un peu plus tôt. Mais parlons-en un peu plus en détail. Comme je l'ai dit, nous avons Eric. C'est le premier compagnon qu'on rencontre. C'est un voleur qui utilise principalement la dague. On peut lui mettre le boomerang ou l'épée. Et il peut avoir 2 armes. Je sais pas s'il peut avoir 2 boomerangs. J'imagine que oui. Je connais pas bien, je connais que les parties que j'ai fait. Comme je l'ai dit déjà plus tôt, le jeu est vraiment très complet. Il y a plusieurs armes différentes. Moi je le joue avec les dagues. Il a plusieurs tenues. Et à chaque fois, chaque nouvelle tenue, il est plus mignon à la suite. Je l'ai laissé longtemps, j'ai eu que la tenue du voleur des sables, je crois que c'est ça le nom de la tenue. Super mignon. Ensuite j'ai eu la tenue de l'assassin, super mignon. Et la tenue de pirate, un peu moins bien que la tenue de l'assassin, mais super mignon. Et en plus les pirates c'est trop la classe. Après avoir fait un bout de chemin avec Eric, nous rencontrons des jumelles, Véronica et Serena. Véronica, pour un maléfice, une malédiction dont on n'en apprend pas plus. Et elle va devenir toute petite, une petite gamine. Et Serena est restée elle-même, ce à quoi Véronica doit ressembler. D'ailleurs, dans l'intro du jeu, si on n'appuie pas directement sur démarrer pour jouer au jeu, on peut voir Véronica qui ressemble à sa sœur, quoi. Elles sont jumelles, c'est des vraies jumelles, elles se ressemblent énormément.
Pas comme moi et ma soeur, on est faux jumeaux. Là, c'est des vraies jumelles. Elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais du coup, là, elles se ressemblent pas, vu que Véronica est redevenue une gamine. Véronica, elle te casse la bouche. C'est simple. Si tu l'embêtes, elle te casse la bouche. C'est marrant de voir la relation entre elle et Eric. Elle a très mauvais caractère. Et Eric va vite se prendre d'affection pour elle en mode petite sœur. Et c'est très intéressant parce que il fait ça parce qu'elle lui rappelle sa propre petite sœur. Quand on en apprend plus sur le passé d'Eric, ça met du temps dans le jeu. Et ben on apprend qu'il a une petite sœur et Véronica a un sale caractère comme la petite sœur d'Eric. Donc c'est pas étonnant qu'il y ait cette relation petite sœur qui naît. Ensuite on a Serena. Serena est très douce, très calme, posée. Au départ, elle a un peu de mal à s'affirmer et très vite, elle va s'affirmer, notamment dans la phase 2. Alors, je spoil sévère, j'aurais prévenu d'avance. Lilou, t'éloigne pas trop. Je spoil sévère, j'aurais prévenu d'avance. Mais Véronica va mourir. Et à ce moment-là, Serena va devenir incroyable. Elle va s'affirmer, se couper les cheveux pour prouver ça. On est sur un cliché de... je me coupe les cheveux pour m'affirmer. Mais c'est un cliché que j'aime bien, alors ça va. En s'affirmant, elle va devenir plus forte. Elle va récupérer le pouvoir de Véronica. Et elle était super forte. J'aimais trop Serena. Serena, qui a toujours été dans mon équipe depuis le début, elle est devenue super forte avec son pouvoir plus le pouvoir de Véronica. Notamment la capacité qui permet de doubler les attaques. À un moment, deux personnages étaient morts, j'ai fait résurrection et le sort 2 fois, du coup elle a ressuscité les 2 personnages. Mais c'était génial. Mais à nouveau ce gros spoil, Véronica va revenir à la vie. Et tant mieux parce que j'adore Véronica, je suis contente de pouvoir à nouveau lui parler, d'avoir son sale caractère et tout, mais Serena est devenue tellement moins forte. Et elle s'est un peu moins affirmée, vraiment. Sa séparation avec sa sœur lui a permis de s'affirmer. Du coup là elle est toujours un peu plus ferme, mais moins ferme que après la mort de Véronica, vu qu'on est remonté dans le temps. Enfin, c'est un peu compliqué. Moi j'ai un peu de mal à savoir. Ouais, j'ai un peu de mal. J'aime pas trop les voyages dans le temps. Mais ça va, ça reste clair. C'est juste moi qui suis pas très malin. Ensuite nous avons Sylvando. Sylvando, comme je l'ai dit, j'avais énormément de mal avec lui et très vite il s'est affirmé. Il est vraiment sympa. En fait, c'est juste un gars, il est super gentil au fond de lui, c'est un amour. Il a vu l'équipe de l'éclairé, il s'est dit ah eux c'est des héros qui vont sauver le monde, je vais les aider parce que je suis gentil. Mais vraiment, moi je me suis dit on va apprendre un passé sombre sur Sylvando et tout. Et quand on apprend son passé, c'est juste un gars gentil. Et j'aime beaucoup son passé, notamment c'est les dialogues qu'il a avec son père. Ça fait vraiment penser énormément à un coming out gay, sachant que Sylvando est très maniéré et tout. Voilà. Bon, c'est un peu cliché et caricaturé si c'est vraiment en mode gay, mais voilà, ça passe. Ça passe. Surtout que là, c'est juste pour être dans un cirque, hein. C'est pas vraiment un coming out gay. Niveau gay, y a Eric. Pas mal gay, non mais je veux dire, regardez-le. Il est trop sexy pour être hétéro. Mais ensuite, en personnage, après Sylvando, nous avons Jade. Je l'adore. Mais oui, mais c'est la grande sœur. Et c'est le caractère de la grande sœur. Elle a eu un passé un peu difficile et elle s'est affirmée en tant que guerrière, tout en restant très féminine. De toute façon, les personnages sont très sexualisés, hormis Véronica qui est redevenue une gamine. Et encore. Non, elle est pas trop sexualisée, mais vraiment sa sœur l'est beaucoup. Et Jade l'est encore plus. C'est un peu dommage la sexualisation des personnages, mais c'est très japonais, mais c'est pas parce que c'est japonais qu'on peut pas pointer du doigt le sexisme et la sexualisation à outrance des personnages féminins qu'il y a. Néanmoins, malgré ça, Jade et même Serena et Veronica, malgré cette sexualisation, c'est des personnages très forts. Moi je la prends dans mon équipe parce qu'elle est vraiment très forte. Elle botte des culs, vraiment.
Du coup, même s'il y a cette sexualisation, il n'y a pas cette image de la femme comme étant inférieure, plus faible ou quoi. Jade est vraiment montrée comme un personnage très fort. D'ailleurs, quand on la rencontre, elle défonce la gueule à Eric. C'est hilarant. Quand on retourne à Octogonia et qu'on fait une discussion, Eric parle de Jade et reparle de ce moment. Il dit vraiment qu'elle l'a défoncé, qu'elle lui a laissé des bleus. Et il dit « Je sens encore les bleus !» Le pauvre petit chou. Vraiment, Jade, très très forte. Ensuite, nous avons Théo. C'est très intéressant d'avoir le passé de Théo. On a toute une phase où on va jouer un peu les personnages tout seul. Et on va en apprendre pas mal sur leur passé. Et notamment Théo, où toute la phase de gameplay, en fait, c'est en mode cinématique. On est plongé dans le passé. Du coup, la phase de gameplay, c'est prendre des décisions comme un roi, etc. Vu que c'est l'ancien roi de Fordrassil, le grand-père de l'éclairé. Et c'est très intéressant, on a plein une phase de combat, de gameplay de combat, etc. Et donc c'était très intéressant, ça changeait un peu dans le gameplay. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé. C'était pas trop long non plus, si ça avait duré plus longtemps, j'aurais fini par trouver ça chiant. Mais c'était très intéressant. Et puis c'est toujours une bonne surprise d'entendre notre personnage parler. Ouais, il parle pas. Hein. Le cliché du personnage muet. Ah, quand on revoit Véronica et qu'elle nous dit « Ah, t'es pas très bavard là, qu'est-ce qui t'arrive ?» Mais on n'est jamais bavard, Véronica. Bref, c'était très intéressant cette phase de gameplay pour en apprendre plus sur le passé de Théo. Et Théo est le cliché du vieux pervers. C'est Kame Sennin, comment il s'appelle en français, Tortue Géniale. C'est un peu ça. Surtout que Dragon Quest a le chara-design de Akira Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball. Donc c'est un peu dur de pas les rapprocher. Mais c'est le vieux pervers, quoi. Et c'est un peu pas ouf. J'aime pas ce cliché. Mais c'est un cliché qu'on retrouve souvent dans l'animation japonaise, malheureusement. Mais bref, il reste sage. Il reste sympa, il reste cool. Et il a plein de qualités, c'est quand même un bon personnage et je l'aime bien. Ensuite, en dernier personnage, c'est un personnage auquel je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'il rejoigne l'équipe. Quand il a rejoint l'équipe, j'étais en mode « Mais c'est lui le dernier personnage, le 8e !» En fait, je croyais que le 8e personnage, ça allait être un enfant sur un tigre à dents de sabre, là, j'ai oublié leur nom. Parce qu'il me semblait que c'était ce que ma soeur m'avait dit. Mais en fait, je dois confondre avec un ancien Dragon Quest. J'imagine. Sinon, je sais pas d'où je sors ça. Mais du coup, non. De combat, moi, je m'attendais à ce qu'on finisse par rencontrer un gamin ou quoi. Et du coup, je m'attendais vraiment pas du tout à Hendrik en tant que 8e personnage. Et l'histoire d'Hendrik aussi est très intéressante. Qui commence comme un antagoniste. Mais c'est un antagoniste manipulé, en fait. Au final, il a bon fond, il est gentil. Et par contre, je suis désolée. Même si ce personnage n'est pas censé être gay, je suis désolée, mais son histoire avec Jasper, ça fait très drama gay qui finit mal. Hein. Ça fait très... je suis restée dans le placard et drama gay... vraiment, ça fait histoire d'amour dramatique. Son histoire avec Jasper. Après, on me dit souvent que je vois trop de gays. Je suis pas d'accord, il n'y a jamais trop de gays. Mais du coup, voilà. Mais moi, ça fait vraiment très histoire d'amour dramatique qui finit mal, son histoire. Mais voilà, après, je dis ça, je dis rien. Moi, je le canonise comme... Enfin, je le headcanon comme gay. Comme bi, plutôt. Vu que je l'aime bien avec Jade aussi. Du coup, gay pour Jasper. Et à la fin de son histoire d'amour tragique et dramatique, c'est pour Jade. Voilà. Et évidemment, je headcanon. Non, je headcanon pas. C'est canon, c'est sûr. Eric, il en pince pour l'éclairer. Sûr à 100%. Je veux rien entendre. Je veux pas entendre le contraire, c'est sûr. Bref, comme vous voyez, il y a de quoi s'amuser aussi avec l'histoire, tellement l'histoire est complète, tellement les personnages ont aussi un passé complet. J'en ai pas trop parlé, parce que je préfère... Bon, j'ai spoilé à fond, du coup, niveau découverte, c'est pas trop ça, mais je vais éviter de m'éterniser beaucoup trop sur le passé des personnages. Mais c'est très intéressant de vivre l'aventure avec ces personnages,
les voir évoluer, les voir changer, et en apprendre plus sur leur passé, en apprendre plus sur eux. C'est vraiment super intéressant qu'on se focalise pas trop sur notre héros. Mais j'ai oublié de parler de notre héros, l'éclairé. Parce que même si on le nomme comme on veut, moi je l'ai appelé H, forcément, c'est mon pseudo. Lui aussi, il a une histoire qui commence aussi de façon tragique. Et j'ai passé la plus moitié du jeu à vouloir une seule chose, c'est retrouver la daronne. On retrouve la daronne, tout va bien. Je l'adore. Ambre, elle est trop bien, elle est trop mignonne. Et l'éclairé aussi est plutôt intéressant. Il parle pas trop, il a un peu de mal à s'affirmer, et c'est un peu dommage. Je pense que ça aurait été peut-être mieux de faire un héros parlant, ou même s'il parle pas, de le faire un peu plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il est spectateur de sa vie, quoi. C'est les autres qui font tout, et nous, quand on le joue pas, quand on le fait pas combattre ou quoi, dans les cinématiques, il est souvent... il subit le pauvre. Du coup, c'est un peu dommage, ça, je trouve, au niveau de l'histoire. Il subit vraiment. T'auras une cinématique où Eric il va combattre, bouger à fond, et au final il n'y en a pas tant que ça pour notre héros. Il subit vraiment, j'ai l'impression, il subit plus qu'autre chose, et c'est vraiment un truc que je trouve dommage. Même en tant que héros non parlant, il pourrait un peu moins subir et être un peu moins spectateur. Peut-être qu'ils ont voulu plus nous inclure dedans en faisant un protagoniste spectateur. Comme ça, vu que nous aussi on est spectateurs, mais c'est un peu bizarre de faire un personnage du coup comme ça, donc qui a une histoire, qui a son histoire, et de le faire être spectateur. C'est un peu bizarre, je trouve. Je pense pas que ce soit un choix très judicieux. Après, ça ne rend pas les choses mauvaises non plus pour autant, hein. C'est juste dommage, je trouve. Alors j'ai parlé de l'histoire, des cinématiques, des personnages, mais au final j'ai très peu parlé du gameplay, alors que c'est quand même au centre d'un jeu vidéo. C'est que j'ai pas vraiment l'habitude de parler de jeux vidéo. Bon, Dragon Quest est un RPG avec des quêtes, forcément. Il y a beaucoup de quêtes secondaires. Souvent c'est des personnages qui nous demandent de ramener des ingrédients qu'on peut trouver soit à un endroit précis de la map, soit en tuant un certain monstre. Ça, ils peuvent nous demander de massacrer certains monstres, ils peuvent nous demander de faire des combos d'équipe, parce que dans le jeu il y a des combos d'équipe qui font des mini cinématiques. Je fais en sorte de toutes les voir, ce qui n'est pas forcément intelligent face à certains boss. Et je parlerai des combos d'équipe un peu plus tard. Le jeu, on a plusieurs armes. Ça, je l'ai déjà expliqué. Chaque personnage a le choix entre plusieurs armes. Certaines sont à mon sens meilleures que d'autres. C'est quelque chose que je trouve dommage, mais c'est pas grave. Après tout, on peut jouer comme on veut. On peut même jouer avec des armes un peu moins fortes. Au fur et à mesure qu'on monte de niveau, qu'on gagne de l'XP, on monte de niveau, on peut attribuer des points de compétence. Des points de compétence qui nous permettent d'utiliser certaines armes. Enfin, d'avoir des attaques à certaines armes ou des points de compétence sur des choses en général. Par exemple, pour notre héros, on peut mettre des points de compétence dans la partie éclairée, dans la partie épée à une main et dans la partie épée à deux mains. Si on met dans la partie éclairée, ça nous permet de débloquer par exemple le sort de foudre, un sort de soin, omni-soin qui permet de soigner toute l'équipe. Ça nous permet de gagner en force, en vitalité, en magie, en puissance magique, etc. Et parce que la magie est au cœur du jeu. On peut gagner des points en vitalité, donc ça c'est les points de vie. On peut gagner en PM, donc avoir plus de PM, en force, donc plus de force de frappe, en pouvoir magique, force magique, donc plus de force magique, donc quand on fait un sort, il est plus puissant. En soin, oui. Donc quand on fait un sort de soin, on va soigner mieux. Par exemple, si le soin c'est peut rendre au moins 90 PV au personnage, si on a 0 point de soin, ça rendra 90 PV. Mais si on a plusieurs points, ça rendra plus. Donc c'est très important. Là, par exemple, c'est Serena qui gagnera le plus de points de soin.
et Véronica qui gagnera le plus de points de magie, de force magique. Notre héros, par exemple, lui, il est très équilibré. On a de la magie, on a de la force et on a du soin. Hendrik, par exemple, il n'a pas de magie, mais il a du soin et de la force. Eric a très peu de magie. Il a que, il me semble, ouais, il a que les sorts de terre. Serena a très peu de force magique au final, et d'ailleurs, à part Tornade, voilà quoi. Véronica, elle peut difficilement soigner. Théo est équilibré en force de soin et en force magique. Jade n'a pas du tout de pouvoir magique. Elle peut utiliser aucun sort, que ce soit en soin ou quoi. Mais c'est pas grave parce qu'elle peut utiliser les aptitudes. Les aptitudes, c'est un peu la magie, mais version pas magie. J'explique très mal, c'est un enfer. Et bref, donc ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Aussi, il y a la vitesse, il y a l'agilité, l'esquive, etc. La précision. Donc ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Certains personnages seront plus forts dans certaines choses que dans d'autres. Eric, par exemple, a beaucoup plus d'agilité. Hendrik a beaucoup plus de défense. Bon, c'est logique. Eric, c'est plutôt un voleur qui va plutôt esquiver, alors que Hendrik, c'est le tank, quoi. Donc c'est important de regarder ça, de regarder aux statistiques pour pas faire n'importe quoi avec le personnage, pour pas l'équiper n'importe comment. Par exemple, on mettra pas un équipement à Jade qui augmente la force magique. Vaut mieux lui augmenter l'attaque et la défense, quoi. Et donc c'est vraiment un RPG très complet là-dessus. Évidemment, au fur et à mesure qu'on explorera la map, qu'on avancera dans les niveaux, qu'on avancera dans l'histoire, on débloquera des nouvelles armes, des nouvelles compétences, des nouvelles armures. On a la Transforge aussi qui, grâce à des matériaux, on peut construire nous-mêmes les équipements. Et évidemment, dans ces équipements, il y a les tenues qui sont indiquées par des tenues roses. Ça, c'est les tenues qui changent la tenue du personnage dans le jeu. Très important pour rendre Eric encore plus mignon. Ainsi que les autres personnages, évidemment. Mais ça n'a aucune incidence. On peut choisir une apparence tout en gardant le meilleur équipement. On n'est pas obligé de choisir le style au détriment de la défense. Donc ça va. Et évidemment, le jeu se présente il est très open world. Bon, il y a beaucoup de temps de chargement et les temps de chargement sont un peu longs, je trouve. Après, c'est peut-être ma Switch qui est pas très puissante. Mais dans ce monde, donc presque open world, il est vraiment très grand. Il y a de quoi explorer, il y a une multitude de paysages et parfois je m'amuse juste à me balader et à récolter les matériaux comme ça. Bon, je le fais pas très souvent. On se fait très très souvent aggro par les monstres quand même. Et contrairement à Breath of the Wild, l'exploration est quand même moins importante que aller vers une ville, aller tabasser tel monstre, etc. Et les monstres sont très variés aussi. Et évidemment, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, ils vont devenir de plus en plus forts. Et c'est assez amusant de leur mettre une raclée. On peut, vu que c'est... vu qu'on les voit, que c'est en 3D, on peut quand même assez facilement les esquiver si on a la flemme. Bon, je déconseille de faire ça, sinon vous allez être sous level au prochain boss et vous faire défoncer la gueule et devoir tourner XP dans tous les cas. Mais c'est une possibilité si on veut passer vite, parce qu'il y a parfois où on va devoir faire des allers-retours entre certains points, et dans des zones où on est déjà passé il y a super longtemps, donc les monstres sont super faibles, ça sert à rien de les affronter, ils font gagner 10 d'XP à peine. Donc heureusement qu'on peut facilement les esquiver. On a accès à un cheval qui nous permet d'aller plus vite, sinon on peut courir. Il n'y a pas de barre d'endurance, donc ça va, c'est parfait pour se déplacer.
Et ces monstres, évidemment, c'est eux qui vont nous faire gagner de l'XP, ils vont nous faire gagner certains matériaux qu'on peut obtenir que en battant certains monstres. Donc c'est assez bien travaillé, je trouve. Et vu qu'il y a une grande variété de paysages, une grande variété de monstres qui s'inscrivent dans les paysages et tout, ça reste très intéressant. Donc j'aime beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine, éventuellement.